Il a acheté un truc. Il est là. Il va vite. Chope-le. C'est une affaire qui, a priori... Chope-le! Il est par là. Semble réglée d'avance. Quant à l'identification du tireur. Mais la réalité des faits est tellement ahurissante que même des enquêteurs et des journalistes chevronnés n'y croient pas. Qui peut bien se cacher derrière les agressions à répétition d'une figure incontournable du quartier? Il a été frappé. On lui a tiré dessus plusieurs fois. Il avait une capuche? Oui, et une cagoule. Il a reçu 7 coups de couteau. C'était quoi comme voiture? C'est toute la famille qui est visée. Les urgences, j'écoute. C'est violent, insensé et surtout incompréhensible. Un homme s'est fait tirer dessus sur le parking. Il est mort. On cherche du côté de la mafia. On ne sait pas s'ils viennent pas de chez nous. Il y a quelqu'un, bien tapi dans l'ombre, qui orchestre tout ça. Et ça pose forcément question. En septembre 2017, des agents interviennent sur un incident. Les faits sont filmés. La victime est un homme qui s'appelle Sylvester Zotola, également surnommé Salidaz. Il a 70 ans. En fait, il est devant chez lui et sur la vidéo, on voit un homme l'aborder. L'homme engage la conversation et lui demande s'il a une possibilité de l'embaucher. Salidaz lui répond que non. Personne ne recrute dans le coin. Il part. Et l'homme se met à le frapper plusieurs fois. Puis ça vire rapidement au tabassage en règle. Zotola en tombe à terre. Il s'en tire avec des ecchymoses et une côte cassée. C'est très brutal. Zotola rapporte à la police que l'agresseur était un Afro-Américain. Mais il ne sait pas lui donner d'âge. C'est un peu mince comme description pour retrouver le suspect. Les enquêteurs n'ont pas beaucoup d'éléments pour démarrer. Quel genre de personne aborde comme ça un homme âgé pour le passer à tabac? L'enquête de personnalité de Zotola est assez intéressante. C'est un homme qui est plutôt très bien connu dans le quartier en qualité d'entrepreneur. Et il faut le dire, pour ses affaires florissantes. Et son secteur d'activité, c'est celui de l'immobilier. Un parc immobilier qui pèse au total 40 millions de dollars et se compose principalement de résidences particulières aux 4 coins de New York. Sa femme est décédée depuis plusieurs années déjà. Et il se retrouve finalement seul avec ses 3 enfants. 2 garçons et une fille. Il y a sa fille, Deborah, son fils aîné, Salvatore, et son second fils, Anthony. Il a également de nombreux petits-enfants. Il se plaît d'ailleurs souvent à dire que sa famille est ce qui compte le plus pour lui. Et en effet, il a chargé chacun de ses fils de la gestion d'une branche de l'entreprise familiale. C'est un pilier dans le quartier. C'est même un fervent soutien des forces de l'ordre et un atout dans leur manche. Grâce à ses caméras de vidéosurveillance notamment. Il a en effet fourni à plusieurs reprises des images enregistrées par ses caméras installées autour de sa résidence pour aider à l'arrestation de criminels. C'est un peu le parrain du quartier. On l'appelle même le Père Noël sans barbe. C'est un petit papy bien sympathique. C'est le type qui fait coucou aux enfants qu'il croise dans la rue. Tout le monde le connaît. Pourquoi voudrait-on s'en prendre à lui, un tel bienfaiteur du quartier? À ce moment-là, New York est en proie à une vague d'agressions de personnes âgées.
Est-ce que l'agresseur a agi par mimétisme? Ça ne ressemble pas à une tentative d'homicide. C'est plus de l'ordre de l'agression, peut-être d'une tentative de vol. En novembre 2017, Sali Daz se rend au commissariat. Il s'adresse à un agent d'accueil et il lui raconte que pendant qu'il roulait sur la voie express, un individu masqué qui était devant lui s'est mis à le menacer avec une arme à feu. Il a ensuite interpellé le premier agent de police qu'il a vu pour lui dire qu'il venait sans doute de subir une tentative de carjacking ou d'enlèvement. Il ne voyait pas d'autre explication. Mais après un quadrillage de la zone par les forces de l'ordre, l'individu en question n'a pu être retrouvé. À ce moment-là, il n'est fait aucun lien entre les deux incidents, même s'il s'agit de la même victime, parce que la description fournie par Sali Daz reste très vague. Les deux affaires ne mènent nulle part. Les enquêteurs n'ont aucun élément sur lequel s'appuyer et les pistes n'aboutissent à rien. Un peu plus d'un mois plus tard, les secours sont appelés pour une intrusion au domicile de M. Zotola. Quand les agents arrivent sur place, ils le trouvent allongé. Il saigne abondamment. Il y a du sang au sol. Il a été poignardé à de multiples reprises, notamment au niveau de la gorge. On ne sait comment, mais il survit miraculeusement à cette terrible agression. Il raconte aux enquêteurs le peu qu'il sait, à savoir qu'il était chez lui et que sans avoir eu le temps de réagir, il se retrouvait en présence d'un groupe d'hommes. Il n'a eu aucun échange avec eux. Il n'y a même pas eu de menaces proférées. Rien de ce genre. Ils lui ont sauté dessus. Et là encore, il n'a pas l'occasion de les identifier clairement. Il est simplement en mesure de dire qu'il s'agissait principalement d'Afro-Américains. Il n'y a pas eu d'effraction, mais il faut un code pour entrer. Comment les individus ont-ils eu ce code? Petit plus, le domicile de Zotola est truffé de caméras de vidéosurveillance. Mais, aux surprises, il n'existe aucune bande vidéo de cette agression. Les images de vidéos de surveillance ont été volées. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime d'initié. Quelqu'un en veut à la vie de cet homme. Mais si c'est ça, alors pourquoi voudrait-on le tuer? Je m'appelle Frank Di Matteo et j'ai connu Sali grâce à son affaire de machine. Est-ce qu'il y a des choses qui se savent et se disent au sein de la famille, mais jamais en dehors? La famille, la mafia, évidemment qu'on la boucle. Moins les gens en savent, moins ils risquent leur peau. Qu'est-ce que vous savez de Sali Daz? Tout ce que je sais, c'est que c'était un type bien. Il était affilié au Bonanno. Il avait des amis qui le protégeaient. Moi, je roulais pour une autre famille, mais c'est comme ça que je l'ai connu. Parce qu'il travaillait dans une zone tenue par les Bonanno. C'est là que j'ai su qu'il avait un ami haut placé. À New York, il y a 5 grandes familles du crime organisé. Et les Bonanno dominent une grosse portion du Bronx. En général, on ne se balade pas avec une pancarte qui dit « Je suis en cheville avec une famille du crime organisé ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Zotola est considéré comme un associé de la famille Bonanno. Sali ne faisait pas lui-même partie de la mafia, mais il avait beaucoup d'amis chez les Bonanno. À quel moment on est considéré comme mafieux quand on a un ami mafieux? C'est pas parce qu'il traite avec des gens de la mafia qu'il en est. Ce n'est pas parce qu'on connaît une certaine personne qu'on est nécessairement un gangster. C'est pas comme ça que ça marche. Sauf peut-être à la télé, par exemple. Mais dans la vraie vie, non. Si vous êtes un imbécile, vous êtes juste un imbécile qui connaissait un gangster.
Lui, c'était un honnête homme d'affaires qui travaillait dans l'immobilier et qui avait aussi des machines de joker poker. C'est comme ça qu'il a démarré et ça rapportait gros. Le Joker Poker est une borne de jeux vidéo extrêmement populaire, qui est généralement vendue ou installée dans les clubs. C'est très lucratif, parce qu'on y injecte beaucoup d'argent. C'est légal? Non, c'est pas légal à New York. Ça rapporte plusieurs millions par an. Et c'est sous le manteau. C'est très rentable. Je connais des gens qui ont engrangé de sacrés paquets de pognon en bossant dans ce type de machine. Et puis, je le répète, c'était pas officiel. Salidaz a des bornes de joker poker qu'il a implantées un peu partout, que ce soit en sous-sol d'un immeuble, dans l'arrière-salle d'une bodega et divers lieux de négoce qui disposent d'une salle à part. Le but de Salidaz étant d'apporter du biscuit à la famille. C'est comme ça que c'est formulé. Il faut générer, amasser de l'argent pour soutenir la famille Bonanno. On s'est intéressé à la mafia. Est-ce que quelqu'un de son propre clan ou d'une famille rivale essaie de l'éliminer pour faire main basse sur ses bénéfices et reprendre la gestion des machines de joker poker? Ou peut-être même l'évincer de son affaire immobilière pour en prendre le contrôle? On ne sait pas s'ils viennent pas de chez nous. Ça peut être un des Bonanno qui veut le supprimer ou quelqu'un d'une autre famille. On ne peut pas savoir, personne nous le dit. Plusieurs mois s'écoulent depuis le 3e incident. Sally s'est mis au vert. Il s'est fait discret, et c'est ce qu'il faut faire, ne pas se faire remarquer. Il n'habite plus dans sa maison. Il a un autre appartement. Il demande à ses proches de faire profil bas. Ses proches, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, mais aussi ses associés mafieux avec lesquels il commerce. Dans ces cas-là, les Bonanno activent normalement leur réseau, leurs contacts pour localiser la personne ou pour qu'ils se renseignent. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait et ça a surpris tout le monde. À l'évidence, si la police ne parvient pas à identifier celui ou ceux qui en ont après ce brave petit monsieur, il finira entre 4 planches. Un jour de juin 2018, M. Zotola marche dans la rue, dans un autre secteur du Bronx. Il est incognito. Un homme en veste à capuche s'approche. Ce jour-là, Zotola est pris à partie devant sa nouvelle résidence. On lui pointe un revolver en plein visage. Il va se faire tirer dessus à bout portant. Il va mourir, c'est sûr. Sauf que, heureusement pour Salidaz, l'arme s'enraye. Et il se trouve qu'il est lui-même armé. Il ouvre le feu sur son agresseur. À leur arrivée sur place, les policiers tombent donc sur Salidaz et son fils, Anthony Zotola. Ça va aller, papa? Il peut rentrer, s'il vous plaît? C'est possible? Non, pas maintenant. Ça ne va pas être possible tout de suite. Zotola est dans tous ses états. Je marchais sur la 94e rue. Oui. Je me retournais tout le temps parce que j'avais l'impression qu'une voiture me suivait. Mais j'ai vu aucune voiture. Je me suis retourné et là, j'ai vu un type noir avec une capuche. Il a traversé comme ça. Il venait de là, comme ça. Et il m'a approché en faisant ça. D'accord. Il avait une capuche? Oui, et une cagoule. Après cette nouvelle tentative, les enfants de M. Zotola, Deborah, Salvatore et Anthony, sont très remontés. Ça n'aurait pas dû se reproduire.
C'était quoi comme voiture? C'était une 4 portes bleue, une espèce de 4x4 avec des plaques du Connecticut. Tout de suite, les policiers se disent « il a changé de logement ». Ce n'est pas un hasard. Comment a-t-il été retrouvé? Comment? Et c'est ce qui rend cette agression, en juin, encore plus violente, insensée et surtout incompréhensible. Parce qu'il se trouve à un endroit normalement connu de personne. Qu'est-ce que vous avez fait en voyant qu'il était armé? J'avais une arme sur moi et je lui ai dit « Bouge pas, bouge pas, bouge pas !» Lui, il était prêt à tirer. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tiré pour lui faire peur. Il a répliqué à l'assaillant, en état de légitime défense. Mais c'était une arme non déclarée. Combien de fois? Une fois. Une? Oui. Vous avez un permis de port d'armes? Non. Coup de théâtre. Il se fait arrêter pour détention illégale d'armes à feu. Anthony! Dis-leur de regarder les vidéos de surveillance. Je ne vais pas jeter la pierre à Salidas parce qu'il avait une arme. Est-ce que c'était illégal? Oui. Est-ce qu'il s'est fait arrêter pour ça? Oui. Est-ce que je pense qu'il serait inculpé pour ça? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de le tuer à 4 reprises. Mais la loi, c'est la loi. On n'a jamais cru que ça venait de chez nous. On se disait que ça venait de l'extérieur. Qui, on ne savait pas. Mais des amateurs, en tout cas, ça c'est sûr, ça ne fait pas un pli. 3 tentatives, franchement, c'est du boulot d'amateur. Je dis pas que c'était pas des méchants, mais ils étaient pas très doués. Trop brouillons et trop nombreux. Du départ, déjà, c'était foireux. C'était peut-être pour rendre la mission plus lucrative? Non, non. En général, les tueurs à gages pratiquent des tarifs fixes. Je ne pense pas qu'ils aient fait exprès de rater leur coup pour espérer grappiller plus d'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche, les meurtres commandités. En tout cas, pour les vrais professionnels qui veulent pérenniser leur affaire. S'ils font durer la mission en la faisant échouer volontairement, les personnes qui se sont adjoints à leur service risquent de ne pas les recommander à de futurs employeurs. Ils ont simplement envie d'être payés et de finir le boulot parce que plus ça traîne, plus ils risquent de se faire prendre. Ce que m'a appris ma longue expérience de journaliste d'investigation spécialiste de la criminalité organisée, c'est qu'en général, les contrats de la mafia ne sont pas exécutés par des Afro-Américains. Les criminels afro-américains s'illustrent davantage dans les activités de gangs de rue. Le crime organisé ne prend pas de risques qu'il ne peut maîtriser. C'est-à-dire que la mafia n'aura jamais recours à quelqu'un d'extérieur pour commettre un crime en son nom. Tout simplement parce que l'organisation préfère généralement connaître la personne depuis toujours ou presque. Sinon, elle ne sait pas si elle ne va pas tout balancer à la police. Alors que quand on fait partie du crime organisé, de la mafia, on obéit à un certain code d'honneur, à la loi du silence, qui fait qu'on communique avec la police si, et seulement si, ça peut servir les intérêts de la famille. On recherche 2 individus noirs. Vas-y, regarde. Il a jeté un truc. Je l'ai vu jeter un truc. Il est allé par là? Ouais, c'est le même type là-bas. Tiens. Vas-y, vas-y. Chope-le. Il est là? Ouais, je l'ai vu. Il est là? Tu me reçois? Gagnez du temps, le perdez pas. Il doit être dans le parking. On reste au contact. Juste là. Intervention discrète. Il est pris. Enfin. Garde à vue?
En fait, suite au 4e incident, l'agresseur s'est fait interpeller quelque temps plus tard à Manhattan pour détention illégale d'une arme à feu parce qu'il avait une arme non répertoriée. J'ai le flingue. Tu l'as? Il était où? Il était... Je l'ai vu le jeter par là. D'accord. C'est bon. Le problème, c'est que la nouvelle de cette arrestation ne parvient pas jusqu'au Bronx. L'interpellation s'est faite à Manhattan et la tentative de meurtre dans le Bronx. Des fusillades et des arrestations pour détention illégale d'armes à feu, il s'en produit tous les jours à New York. Mais aucun de ces faits ne déclenche d'action globale à l'échelle de la ville. Et chacune des deux juridictions ignore ce que l'autre a en sa possession. À aucun moment, les forces de l'ordre ne se disent qu'il peut s'agir du même groupe d'individus, ni même des mêmes instigateurs à l'origine de la machination. À ce stade de l'enquête, on commence à s'intéresser aux appels entrants et sortants de la prison, pour savoir qui appelle M. Zotola et s'ils ont une idée de l'auteur des faits ou si c'est eux. Monsieur Zotola est très lié à un certain Vinny. Et il se trouve que Vinny Bassiano est le chef de la famille Bonanno. Ils ne sont pas simplement bons amis, ils sont aussi associés en affaires. Vinny est incarcéré au moment des faits. Et les fils Zotola l'appellent en prison pour lui demander de but en blanc si la mafia est derrière tout ça. Vinny, il croit qu'on sait qui a fait le coup, mais on sait rien. Ouais, on n'en sait rien. Et Vinny le dit sans détour. Les familles du crime organisé n'ont rien à voir avec ça. Ça vient de l'extérieur. C'est pas humain de vivre ça, je te jure. Ton père est quelqu'un de bien. Il a le cœur sur la main, Il est toujours prêt à aider son prochain. Tu le sais bien. Je sais pas qui a une dent contre lui. Vinny adore Salidaz, qui contribue depuis des années au fonctionnement de la famille. Ce n'est pas un élément dont elle souhaite se débarrasser. C'est quelqu'un qui le connaît. Quelqu'un qui connaît ses habitudes. Je vois, sans doute. Ouais. Mais je sais pas qui. Si ça émanait d'une autre organisation mafieuse, d'une autre des 5 grandes familles, Vinny y aurait fait allusion. Or, il ne dit rien en ce sens. Un jour de juillet, le véhicule de famille des Zotola se gare devant leur résidence. Mais ce n'est pas Sally, père, qui descend de voiture. C'est son fils, Salvatore. Et là, d'un coup, quelqu'un lui tire dessus. Serait-ce toute la famille Zotola qui est visée? Pour avoir couvert cette affaire, je peux vous dire que la mafia fait mouche du premier coup. Mais là, on a un peu l'impression d'être en face d'une bande de bras cassés qui essaie de tuer quelqu'un, mais qui n'y arrive jamais. C'était vraiment pas professionnel, tout ça. Il faut pas 3 tentatives pour tuer un mec. En vrai, ça prend 2 minutes. Tu t'approches du type et tu le butes. Point. Il y avait erreur sur la personne, à votre avis? Je pense, oui. J'en suis sûr. Vous croyez que le fils était la cible? Ce jour-là, oui. Oui. Aucun doute. Quand on isole cet incident, certains sont convaincus qu'il y a eu erreur sur la personne. Il sort de sa voiture, le tireur surgit et ouvre le feu sur lui. Peut-être qu'il l'a pris pour son père. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je me dis, ils en ont après Salidaz, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Qu'est-ce qui peut le fragiliser à part ça? La famille. Ils veulent récupérer ses affaires, alors ils s'en prennent au fiston aussi. Cette agression aura une vertu. Montrer aux autorités qu'il n'y a pas que le patriarche qui est pris pour cible. C'est toute la famille qui est visée. Et ça pose forcément question. Qui tient tant à éradiquer l'entièreté de cette famille?
Moi, j'y vois une gradation dans le crime. Il y a une montée en puissance. Ce n'est pas un crime opportuniste. Il y a une raison derrière ces attaques. Je ne crois pas aux coïncidences. Les faits sont de plus en plus graves et le but, c'est de tuer. J'imagine que c'est toute la famille qui a dû se mettre à angoisser, ne sachant pas d'où venait la menace. D'abord le père, ensuite le fils aîné. Ça peut faire peur. S'ils s'en prennent à tout le monde, après ce sera qui? La fille? Le fils cadet? Ça devait être l'angoisse générale dans la famille. Le danger, c'est que les coupables sont toujours en liberté. Il n'y a aucune piste. La police n'a même pas de suspect. En gros, tout le monde attend le prochain coup. J'étais pigiste, journaliste indépendant pour le New York Daily News. Le type qui va sur place pour rapporter les faits au plus près de l'événement. Sur une scène de crime, on parle aux témoins. On va aussi au tribunal, on parle aux policiers. C'était ça mon boulot. Ce jour-là, mon rédacteur en chef m'a dit « Tu vas peut-être le regretter, mais j'ai une mission pour toi. » J'étais en service classique. Salvatore avait fini sa convalescence et on a reçu un appel signalant un homicide au fast-food de la Webster Avenue. C'est un axe très passant du West Bronx. Pas hyper engageant, faut bien le dire. Les urgences, j'écoute. Bonjour, vous pouvez m'envoyer une ambulance? Un homme s'est fait tirer dessus sur le parking. Il y a eu des tirs? Oui. Vous savez qui est le tireur? Non. Le drame s'était produit devant un fast-food, dans un SUV Bordeaux, garé au niveau de la fenêtre du drive. La victime respire? Je sais pas, en fait, je suis à l'intérieur. Je suis manageuse et j'étais en train de prendre une commande quand j'ai vu le type venir et tirer sur le monsieur. Un homme? Quel âge? Je le connais pas. J'allais lui donner sa commande quand ça s'est passé. On a une description du suspect? On sait d'où il a tiré? Je sais pas vraiment. On s'occupait des clients. On a juste vu quelqu'un se précipiter vers la voiture et tirer. Pendant qu'on se rendait sur les lieux, on nous a informé que c'était Salidaz. Quelqu'un venait de l'abattre au drive d'un fast-food bien connu. Il est dans la voiture? Oui, il est mort. Notre mission, c'est de protéger nos concitoyens, alors quand on échoue, oui, ça crée une certaine émotion. Et on n'a qu'une envie, trouver celui ou celle qui a fait ça. À mon arrivée, on m'a dirigé vers l'arrière du restaurant. Le véhicule était venu buter contre le mur de l'établissement au niveau de la borne de commande du drive. Monsieur Zotola était avachi sur le volant. Tout autour du restaurant, il y a une grille, et ce soir-là, on voyait un gros trou dans le grillage. J'ai appris par la suite que le tireur présumé s'était glissé à travers ce trou. Au moment des faits, la victime, Zotola, était dans sa voiture. Il était à hauteur de la fenêtre du drive et il a commandé un café. Ce faisant, il s'est retrouvé coincé. Il y avait une voiture devant lui et une autre derrière. Il ne pouvait pas bouger. Ça fait comme un entonnoir en fait. Et c'est ce qu'on nous apprend dans la police. Ne jamais aller au drive à cause justement de ce phénomène d'engorgement. On y ferait des cibles parfaites. Du coup, le tireur s'est approché et il a tiré. Il l'a touché dans le dos et dans la poitrine. Ça a été un choc. Un choc. Pourquoi? Moi, je pensais qu'il voulait juste le braquer, le taper un peu, lui piquer son oseille. Mais ça a pris de telles proportions qu'il en est mort. On l'a tué. La première chose que j'ai remarquée en faisant le tour du véhicule, c'est la concentration d'impact de balles dans la vitre latérale. Les impacts étaient très rapprochés. La personne qui s'était présentée et qui avait fait feu avait tiré dans un périmètre très restreint. Ce qui veut dire qu'il ne s'agissait en aucun cas de tir effectué au petit bonheur la chance en espérant toucher sa cible. Non, les tirs avaient été dirigés sur l'occupant de la voiture avec précision et intention. Ça indiquait que le tireur n'était pas un débutant en la matière. Il savait s'y prendre et il était capable de rester fixé sur sa cible même pendant une situation de stress comme celle-ci. Alors je me suis dit,
Par rapport à toutes les tentatives précédentes, là, on a atteint un niveau de professionnalisme un peu supérieur. Automatiquement, j'en ai déduit que ce n'était sans doute pas la même personne que les fois d'avant. Mes collègues a interrogé la témoin qui avait appelé les secours. Il a une veste à capuche noire, il fait jeune. C'est un jeune noir. Vu qu'elle s'était mise à l'abri, elle n'avait pas pu voir son visage et il était reparti par la butte. Quelques jours plus tard, je me suis rendu aux funérailles pour mon article. L'église était pleine à craquer. Il devait y avoir 300 personnes. C'était bondé. Il y avait une photo magnifique de Zotola. Je l'ai regardée et je me suis dit, mais attends, ça pourrait être mon grand-père, franchement. Deborah, Salvatore et Anthony font tous les trois des oraisons funèbres extrêmement touchantes, qui disent tout ce que cet homme représentait pour eux et pour l'ensemble de la communauté. Ils sont absolument dévastés d'avoir perdu cet homme dont ils étaient si proches et qui comptait tant dans leur vie. Deborah, sa fille, était en larmes. Anthony aussi a dit des choses très jolies sur son père, notamment que c'était un homme sage, fort. Il a dit aussi, « Tu m'as tout appris. Je veux te rendre fier. Je ferai tout mon possible pour ne pas décevoir la famille, mon frère, ma sœur, mais toi surtout. » C'était très émouvant. Il y a quelque chose de terriblement quotidien dans cette affaire. Il était juste allé se commander un café comme n'importe qui. Il aimait bien prendre son café là-bas, sauf que cette fois, ce sera son dernier. Je ne crois pas aux coïncidences. Alors je me suis demandé comment le suspect savait où il était. Est-ce qu'il était suivi? On a enlevé le véhicule pour le passer au peigne fin. On a tout passé en revue, du sol au plafond et de l'avant à l'arrière. Et on a notamment retrouvé, fixé à la voiture, un traceur. Un dispositif GPS posé au niveau du passage de roue. Ça répondait à certaines de nos questions. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé sa trace. C'est comme ça qu'ils ont pu le coincer. C'était quand même un élément de preuve très solide qui pouvait nous permettre de remonter jusqu'à l'auteur des faits. Je sais comment fonctionnent ces dispositifs et je sais qu'ils sont reliés à d'autres appareils connectés. Ils communiquaient forcément avec un téléphone portable ou autre appareil qu'on pouvait tracer. On l'a envoyé au labo pour qu'il soit décortiqué. On a reçu l'information. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai des enfants et je sais que dès qu'ils ont un nouveau jouet, ils veulent l'essayer. La première chose que les poseurs de GPS font en général, c'est de l'activer pas loin de chez eux. J'ai donc consulté la première ligne de coordonnées récupérée et ça m'a amené à Topping Avenue dans le Bronx. C'est à moins de 800 mètres de la scène de crime du Drive. Je me suis donc lancé dans un ratissage des caméras de vidéosurveillance du secteur. J'ai sillonné Topping Avenue de haut en bas et je suis entré dans un établissement. J'ai téléchargé les images de vidéosurveillance, je les ai épluchées et j'ai vu le GPS en action. Il était en train d'être testé par deux hommes juste devant le bâtiment. Et là, alors que pendant toutes les agressions, ils étaient masqués ou dissimulés, j'ai vu mes gars à visage découvert, à la vue de tout le monde, clairement identifiables. Ce n'étaient pas des mafieux. Au même moment, un membre du gang des Bloods, un certain Ron Kaby, arrêté à Manhattan quelques mois plus tôt pour s'être débarrassé de son arme à feu, se rend au poste de police et déclare aux agents « J'ai vu les gros titres, j'ai entendu les infos sur le meurtre de Zotola et j'ai des informations qui peuvent vous intéresser. » Il sentait que ça risquait de lui retomber dessus et il voulait prendre les devants. Alors il était prêt à conclure un marché pour livrer le nom des autres personnes impliquées. Il raconte qu'un autre membre des Bloods lui a proposé $10 000 pour tuer un vieux monsieur. Qu'on lui a fourni des informations très personnelles concernant la cible, que ce soit les codes de sécurité, la position de toutes les caméras de la propriété, les habitudes de la victime
les moments où elle était susceptible d'être chez elle. Et que quand il s'est présenté devant le petit monsieur pour lui tirer dessus, son arme s'est enrayée. Soudain, tout a fait sens. Il s'agissait bel et bien d'un meurtre commandité. Et les deux hommes sur les images, en train de tester leur GPS, étaient des tueurs à gages. Mais qui était leur employeur? C'est ça que je voulais savoir. Sauf que Ron Kaybe ne savait pas qui était le responsable de tout ça. Il ne connaissait pas le cerveau de l'opération. Il savait juste qu'il avait été engagé pour tuer Sylvester Zotola. En revanche, il nous a fourni le nom de ceux qui s'étaient servis du GPS pour aller tuer Sally Daz. Bushon Shelton et Hyman Ross. On vous donne une chance d'expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Expliquez quoi? À vous de nous le dire. J'ai rien à expliquer, moi. Il y avait bien un motif suffisant pour procéder à l'arrestation de Bushon Shelton à son domicile de Brooklyn. On s'imagine toujours que les tueurs ou les mafiosi ont des looks de gangsters. Mais Bushon Shelton aurait pu se confondre avec n'importe quel habitant de Brooklyn. Il était allé à l'université dans le Bronx. J'ai même consulté sa page sur les réseaux et j'ai trouvé qu'il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Lors de la perquisition, on a retrouvé une arme à feu, qui n'était pas celle de notre affaire. On a aussi retrouvé des téléphones portables. Les téléphones saisis chez Bushon Shelton contiennent des SMS entre lui et un destinataire inconnu et qui empruntent au champ lexical du cinéma. Par exemple, Shelton s'identifie comme le réalisateur. Et peu après la commission du meurtre, il envoie un message du style « Le film est tourné » ou « Le film est terminé ». C'est un code qui faisait référence au meurtre et on a remonté comme ça toute une ligne d'échange entre lui et un numéro inconnu. On a entré le numéro dans la base de données. On allait pouvoir retrouver tous les identifiants de l'abonné propriétaire du téléphone. Et quand on m'a appelé pour me les donner, ça a été un des appels les plus marquants de ma vie. Ça a été le summum de cette affaire, et j'irais même jusqu'à dire de ma carrière quand j'ai découvert que c'était son propre fils, Anthony Zotola, qui avait orchestré l'assassinat de son père. Je me suis dit, quoi, Anthony? Le type, le fils qui pleurait à son enterrement? Franchement, comment se douter? Je pense que beaucoup des protagonistes de cette affaire savaient que les auteurs avaient bénéficié d'une aide interne. Il peut rentrer, s'il vous plaît. C'est possible? Enfin, tout s'éclairait. Il savait à tout moment où était son père. Il savait où étaient positionnées les caméras de vidéosurveillance dans la maison. Il connaissait le code pour entrer par la porte de derrière, par la cuisine. Il savait tout ça. Il est extrêmement rare qu'un membre de la mafia fasse appel à quelqu'un d'extérieur, un membre de gang par exemple, pour exécuter ses basses besognes. C'était quoi comme voiture? Mais Anthony était obligé de sortir de leur cercle proche. Et Bushon Shelton, c'était le sous-traitant, celui qu'on va voir en disant « il me faut ça, ça et ça », et qui après se débrouille pour trouver la main-d'œuvre capable de mener à bien des opérations aussi violentes. Je vous assure, je me doutais que vous alliez venir. Quand? Je savais pas. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir attendu que la fête des pères et les anniversaires de mes petits soient passés. Anthony est arrêté le lendemain de la fête des pères pour le meurtre de son propre père. Il ne montre pas le moindre remords. C'est ça le plus choquant. Parce que pendant toute cette épreuve, Anthony a joué les fils attentionnés, alors qu'en sous-main, c'est lui qui manigançait tout. Je ne peux pas l'affirmer, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'Anthony est une âme.
Nous, les enquêteurs, on s'est demandé quel est le mobile. L'arrestation faite, on a creusé du côté d'Anthony Zotola. Salidaz avait diversifié ses affaires. Il était dans l'immobilier, mais il avait aussi des bornes de jeux d'argent. Anthony gérait la filiale immobilière, tandis que son aîné, Salvatore, s'occupait des machines de Joker Poker. C'est lui qui traitait avec leurs contacts mafieux et les gérants de clubs. Je pense qu'Anthony a tout simplement voulu éliminer son frère et son père parce qu'il voulait l'argent de papa et du grand frère. Pour lui, c'était le seul moyen de gravir les échelons dans la mafia et de se faire un nom. Le seul mobile flagrant et évident, c'est l'appât du gain. Sally, c'était un type bien. Je ne m'y attendais pas. Chez nous, c'est pas des choses qui se font pour du pognon. On respecte son père. Tuer son père ou son frère, il faut être fou pour faire ça, non? Bouchon Shelton a dit au procureur que c'était Hyman Ross qui avait tiré. L'accusation rappelle qu'Hyman Ross est un membre violent du gang des Bloods et qu'il a un casier. Il est donc tout à fait dans ses cordes d'abattre un homme sur commande au drive d'un fast-food. Il leur aura fallu plus d'1 an pour arriver à leur fin, et c'est à cause du nombre d'intervenants qui sont entrés dans la boucle, et c'est aussi ce qui a brouillé les pistes. Au départ, la tâche a été confiée à des débutants, mais c'est finalement des gars avec plus de pratique qui ont pris le relais et terminé le travail. À mon sens, le plus perturbant dans toute cette affaire, c'est que Zotola père a toujours tout fait pour ses enfants. Et pourtant, ce n'était encore pas suffisant pour Anthony. Lui qui avait toujours des contacts réguliers avec son père, aux anniversaires, aux réunions de famille, et qui tirait profit de leur association, ça ne l'a pas empêché dans le même temps d'œuvrer à sa perte. Malheureusement, j'y vois là la définition parfaite d'un psychopathe.